Alors maintenant, nous allons aborder les infections liées aux soins, qu'on appelle vulgairement IAS. Alors, ce terme est beaucoup plus large que celui qu'on utilisait antérieurement, puisqu'on s'intéressait avant aux infections nosocomiales, c'est-à-dire stricto sensu aux infections qui étaient acquises en lieu de soins. Maintenant, la législation a changé à ce sujet, donc c'est élargi, c'est partout où un patient peut acquérir une infection. Donc vous reverrez ce problème quand on parlera de judiciarisation des problèmes infectieux. Donc ça sera le dernier chapitre de ce cours. Alors, dans cette présentation, on va s'attacher à un certain nombre d'objectifs. D'abord, définir ce qu'est une infection associée aux soins et essayer d'avoir des éléments sur leur fréquence. Discuter de leur prévention et de la surveillance, voir quels sont les indicateurs et les objectifs de qualité, parler du comportement des soignants et quelques mots peut-être des personnes fragilisées. Alors, les IAS, c'est franchement un problème préoccupant puisque ça intéresse un patient sur 20. Donc, ce sont des infections contractées en milieu de soins et ces infections génèrent une morbidité qui est importante. Ça représente 5% des hospitalisations, soit environ 750 000 personnes par an en France. La mortalité est elle-même importante, environ 9 000 décès, dont 4 200, dont le pronostic n'était pas engagé par le motif de soins. C'est-à-dire que ces 4 200 sont directement en rapport avec le processus infectieux. Et si vous voulez une autre présentation, on pourrait dire que ces infections associées aux soins atteignent à peu près un chiffre de 180 par semaine en France. Le deuxième point important pour situer cette question, c'est de s'interroger sur le coût de ces infections associées aux soins. Eh bien, on a pu estimer qu'elles coûtaient à la collectivité entre 2,6 et 6 milliards d'euros par an en France. Et pour vous donner une idée, sur une fourchette de 2 extrêmes de gravité d'infections associées aux soins, une infection urinaire banale sur sonde, etc., ça va coûter en gros 500 €, tandis qu'une bactériémie qui va mener le patient en réanimation où il va rester éventuellement plusieurs semaines, ça peut coûter jusqu'à 40 000 €. Le deuxième problème que nous avons ici, c'est que souvent ces infections associées aux soins peuvent être en relation avec des bactéries multirésistantes et qu'il y a aujourd'hui un enjeu majeur à réduire l'émergence de ces bactéries multirésistantes par tout un tas de mesures qu'on essayera de voir et que vous reverrez dans les travaux dirigés en détail pour donc limiter leur diffusion. Alors, quels sont les critères pour affirmer une infection associée aux soins? Eh bien, chaque fois qu'il va y avoir délivrance d'un acte de soin au sens large, que ce soit par un professionnel de santé, que ce soit par l'entourage éventuellement du patient encadré par ce professionnel, ce qu'on appelle les soins autodispensés, en ambulatoire, eh bien, ça va rentrer dans le cadre des infections associées aux soins. Le terme d'infection nosocomiale, comme je l'ai dit en introduction, est limité aux infections acquises lors d'un séjour en établissement de santé. Donc vous voyez que le cadre, maintenant, s'est très largement étendu et qu'il concerne toutes les infections associées aux soins où qu'elles soient dispensées. Alors, quelle est la fréquence relative des différentes infections liées aux soins? Eh bien, les infections urinaires arrivent en premier, elles représentent 30%, les pneumopathies 15%, les infections du site opératoire 14%, les infections de la peau et des tissus mous 10%, et puis les infections sur les cathéters centraux et périphériques, dont on parle beaucoup, en fait ne représentent actuellement que 3%. Il faut dire à ce sujet que les procédures de pause et de surveillance se sont bien améliorées ces dernières années, ce qui montre que la rigueur est payante.
À cette liste, il faut ajouter un certain nombre de bactériémies primaires. On a parlé à l'occasion de l'exposé sur les flores du risque de translocation bactérienne chez un sujet qui était en situation précaire. Eh bien, elle représente 6%. Maintenant, quelles sont les espèces bactériennes incriminées? Eh bien, pour l'essentiel, 60%, ce sont des entérobactéries, des bacilles à gram négatif, et Escherichia coli est sûrement la plus fréquente d'entre elles. Vous savez qu'actuellement, ces Escherichia coli deviennent résistants. Ils produisent des enzymes qu'on appelle des BLSE, des bêta-lactamases à spectre élargi, qui les rend résistants à de très nombreux antibiotiques. En deuxième lieu surviennent les cocci-gram+, dont les staphylocoques par exemple, mais ces derniers sont en baisse. Là aussi peut-être en rapport avec l'amélioration notamment de l'hygiène des mains. Souvenez-vous que quand on a étudié les flores, on a vu que staphylocoque était un des germes prédominants des mains, évidemment de tout le monde, mais en l'occurrence des soignants. Alors, quelle prévention peut-on envisager par rapport à ces infections associées aux soins? Eh bien, tout d'abord, c'est l'application des mesures d'hygiène. Alors, les solutés hydroalcooliques, l'application des précautions standards, la rigueur dans l'application des protocoles de nettoyage, de désinfection et d'une manière générale de tous les soins. Donc, ce problème diminuera dans la mesure où nous serons beaucoup plus rigoureux sur l'application des différents protocoles de soins. Donc il y a pour cela des conduites à tenir précises lors de colonisation ou d'infection par ces bactéries multirésistantes. Donc ces précautions peuvent être standards, elles peuvent être complémentaires dans des situations particulières, notamment de bactéries multirésistantes. Et il y a évidemment la nécessité de signaler ces cas dès qu'ils sont connus pour que les mesures appropriées puissent être prises. Et enfin, vous l'avez compris aussi, il y a l'encadrement de la prescription des antibiotiques. C'est la raison pour laquelle dans les hôpitaux maintenant il y a des référents antibiotiques qui vont essayer de justifier et donc par là prescrire à minima les traitements antibiotiques que lorsque c'est réellement utile. En termes de surveillance, eh bien, les mêmes méthodes de recueil, qu'on peut appeler un recueil standardisé, doivent être pratiquées. Alors pourquoi des méthodes standardisées? Eh bien, c'est pour comparer les résultats dans le temps, dans un même établissement, mais aussi les comparer entre établissements pratiquant les mêmes types d'activités médicales. Donc ceci doit être fait de façon régulière dans chaque service de l'hôpital et par l'observation des tendances et des changements, ceci peut amener l'équipe à réviser un certain nombre de ces procédures. Évidemment, le recueil de cette information va permettre ou devrait permettre de dépister très rapidement des situations épidémiques, c'est-à-dire des infections dues aux mêmes espèces bactériennes chez un nombre de patients reliés entre eux par les locaux qu'ils partagent et évidemment par le personnel médical et paramédical qui en prend soin. L'autre point très important, c'est la réalisation d'audits de pratique professionnelle. Alors ça peut se faire évidemment par auto-évaluation, mais encore mieux, ça peut être fait par des auditeurs extérieurs qui d'un service vont passer à l'autre pour auditer les collègues dans leur pratique. Ces audits sont à diffuser beaucoup plus en France qu'elles ne le sont et je pense qu'actuellement dans la pratique infirmière, ceci est insuffisamment réalisé. Alors c'est vrai que ça demande du temps, mais en termes de qualité, c'est excessivement productif. Et donc tous ces éléments recueillis, comme je l'ai indiqué, permettent de comparer des unités de soins en termes de survenue de ces infections associées aux soins et éventuellement de déclencher des alarmes si on observe des taux anormalement élevés. Donc pour cela, on a un certain nombre de tableaux de bord, mais d'une manière générale, ces tableaux de bord
sont composites, c'est-à-dire qu'ils sont composés de plusieurs mesures. Ces tableaux de bord, en fait, ont été faits pour situer les établissements par le public, puisque ces tableaux de bord peuvent être publiés, et ils servent aussi aux administratifs pour suivre globalement la qualité. D'une manière générale, ces tableaux de bord sont maintenant assez nombreux. Il y a par exemple l'indicateur ICALIN, qui mesure les efforts faits par l'établissement pour lutter contre les infections nosocomiales. Le terme est encore ancien puisque cet ICALIN est lui-même relativement ancien. L'ICHA, consommation des produits hydroalcooliques, l'IKTB, bon usage des antibiotiques, etc. Donc il y en a plusieurs. Mais ce qui est un peu paradoxal dans la situation actuelle, c'est que plusieurs de ces indicateurs utilisent les mêmes paramètres pour générer l'indicateur composite et que pour la pratique des soignants, ce serait peut-être plus utile de voir chacun de ces indicateurs de façon séparée pour pouvoir les discuter, tout au moins discuter leur performance au sein de l'unité de soins et de l'hôpital, par exemple. Et donc ceci a pour objectif, en définitive, de tenter une amélioration permanente des pratiques. Alors, quelques mots des audits professionnels, et là j'ai pris comme exemple précautions standards. Et donc, ces audits professionnels reposent en fait sur l'analyse des comportements. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples. Ça peut être l'hygiène des mains, le port de gants, les protections vestimentaires, le port de lunettes chaque fois qu'il peut y avoir des risques de projection, les masques pour les mêmes raisons, le circuit des matériels souillés, le traitement des surfaces souillées, le transport des prélèvements du linge, le contact avec le sang et les liquides biologiques. Donc vous savez que tous ces points présentent des paramètres très importants sur la qualité. Et donc au sein d'un service, on peut auditer l'une de ces pratiques indépendamment de la globalité d'un indicateur composite. Alors, par rapport à ces précautions dites standards, il y a évidemment un certain nombre de précautions complémentaires en fonction du mode de transmission de l'infection. Et en général, ces précautions complémentaires font l'objet d'une indication médicale et donc peuvent concerner des personnes réceptives. Donc, je vous ai mis par exemple ici des risques respiratoires et on voit que par rapport au risque contact, qui concerne tous les patients, eh bien, un certain nombre de choses différentes peuvent être ajoutées. Faut-il évidemment qu'elles soient identifiées et que les cadres régulièrement dans les unités de soins fassent des audits sur la pratique conformément aux recommandations. Alors, quel cas particulier peut-on définir par rapport à ces précautions complémentaires? Eh bien, ça va concerner tous les patients présentant des déficits immunitaires. Et pour ces patients, par exemple, si on veut les conserver dans une unité de soins, il faut que cette dernière soit adaptée au type d'agent et à l'immunodépression des patients. Donc, ça peut être des locaux en pression positive pour les patients qui présentent des pathologies hypercontagieuses ou en pression négative pour des patients qui présentent une grande susceptibilité. Alors, au-delà de ces audits professionnels concernant les précautions standards, il existe aussi des précautions complémentaires qui vont être indiquées par le médecin en fonction du mode de transmission de l'infection. Et ceci concerne essentiellement des personnes réceptives. Vous voyez sur ce tableau les différences qu'il peut y avoir entre des précautions respiratoires et des précautions contact, qui peuvent concerner des cas particuliers de patients avec des déficits immunitaires, pour lesquels il va falloir des locaux adaptés en pression positive, et pour les patients hypercontagieux, à l'inverse, des locaux en pression négative. On pourra éventuellement adapter ce type de concept pour les pathologies émergentes qui peuvent être très contagieuses, que l'on verra un peu plus loin.
Donc en conclusion, notre objectif principal est la qualité. Donc pour cela, il faut qu'il y ait des procédures écrites, actualisées. Et quand on dit actualisées, il faut que sur chacune de ces procédures, la date figure, avec les dates évidemment où ces procédures ont été actualisées. Il faut évidemment qu'elles soient accessibles, ça veut dire pas enfermées dans le placard du bureau du cadre de soins et accessibles qu'à elle seule, mais vraiment mise à disposition partout. Il faut que quand le professionnel arrive dans le service en question, il puisse disposer de l'ensemble de ces procédures écrites de façon à pouvoir se familiariser avec elles. Le deuxième point, c'est de vérifier l'application individuelle et évidemment collective de ces procédures. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que régulièrement faire des audits de pratique. Enfin, il faut que l'environnement de soins soit adapté, que le matériel ad hoc soit disponible. En effet, on ne peut pas écrire de procédure où on a besoin de tel et tel matériel pour se protéger ou pour protéger le patient si l'hôpital n'est pas capable de le fournir. Donc sur ce point-là, il faut être excessivement vigilant et officiellement avertir la direction de l'hôpital des manquements qu'il y aurait pour que les procédures soient normalement appliquées. Autre point important, c'est l'identification des personnes sensibles, hypersensibles aux infections pour adapter les moyens mis en œuvre. En effet, du standard, on peut passer, comme je l'ai indiqué, à des précautions renforcées dans certaines situations. Encore faut-il les identifier et les tracer. Il faut évidemment recueillir les différents indicateurs et procéder dans chaque service régulièrement à leur analyse. C'est du débriefing de base pour savoir où on se situe. Enfin, à chaque fois qu'il y aura une situation épidémique, eh bien, il faudra la déclarer au CLIN, et notamment quand il va s'agir de bactéries multirésistantes. En effet, des mesures spécifiques chaque fois sont à prendre et elles doivent être prises en concertation avec les responsables. Donc nous allons embrayer directement sur un petit cas clinique pour essayer d'illustrer ce que nous venons d'expliquer. Donc on va prendre le cas de M. X qui a 70 ans, qui est traité pour un diabète de type 2 qui est mal équilibré. Il a une arthrose sévère de la hanche droite pour laquelle il est décidé de poser une prothèse totale. À noter que ce monsieur souffre d'un adénome prostatique avec des signes fonctionnels modérés. Avant l'intervention est réalisée une recherche de foyers focaux. Donc c'est par exemple recherche de foyers dentaires et autres. En effet, à partir de ces foyers focaux, vous savez que des bactériémies, même à minima, peuvent se produire, susceptibles d'infecter le matériel que l'on va poser. La veille de l'intervention est pratiqué un rasage de la zone opératoire suivi d'une douche bétadinée. Le processus opératoire se passe sans incident. 48 heures après l'intervention à la réflexion du pansement, il est constaté un gonflement douloureux de la zone opératoire. La peau est tendue, luisante, la température est à 38,5 degrés. Monsieur X refuse de se lever. La douleur est calmée par un opiacé. Dans les heures qui suivent, il se plaint d'impossibilité d'uriner. À la constatation d'un globe vésical, une sonde vésicale est posée. À J3, l'état ne s'est pas amélioré. La douleur de la hanche opérée est majorée, nettement sur l'échelle analogique. La fièvre persiste. Et donc maintenant, sur ce cas, quelques questions-réponses. Première question sur laquelle vous pouvez réfléchir, c'est citer les étapes de la préparation préopératoire et périopératoire du patient selon les recommandations ayant pour objet la prévention des infections nosocomiales. Quelle réponse peut-on donner? Eh bien, on peut observer dans ce cas clinique qu'il y a eu une dépilation large à la tondeuse de la zone opérée
en préopératoire immédiat. C'est ce qu'il aurait fallu faire. 2 douches avec savon antiseptique, l'une la veille au soir, l'autre le lendemain de l'intervention. Je vous rappelle qu'il n'en a eu qu'une. Préparation du champ opératoire par antisepsie cutanée, 2 applications. Un savon antiseptique, rinçage à l'eau stérile, puis solution antiseptique alcoolique. Contrôle glycémique. On a vu que ce patient avait un diabète mal équilibré. Il n'est rien dit du contrôle glycémique strict en péropératoire pour les diabétiques et il est recommandé souvent, dans la majorité des cas, de les passer à l'insuline pour éviter les problèmes. Donc, je l'ai déjà partiellement dit, mais on va rappeler les différences entre les recommandations et ce qui a été fait. Donc, je l'ai déjà dit, le rasage la veille de l'intervention. Donc, le rasage génère des microplaies qui vont être colonisées. Et donc, il y a localement une prolifération de germes et notamment de staphylocoque doré. Donc, ce rasage la veille va majorer le risque infectieux. Ce patient de plus n'a eu qu'une seule douche. Pas de prise en charge de l'équilibre glycémique, il n'en est pas dit un mot. L'antibioprophylaxie pour les opérations de classe 1 et 2, c'est-à-dire pose de prothèse de hanche qui est une chirurgie propre, on ne sait pas ce qu'elle a été. Quel est le diagnostic clinique le plus probable? Eh bien, si on vous propose un choix entre hématome post-opératoire, infection précoce du site opératoire, suite habituelle après pose de prothèse, de hanche, thrombose veineuse ou luxation de prothèse, qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, c'est la réponse B, c'est infection précoce du site opératoire. Donc, si vous suspectez une ISO, il faut citer les arguments cliniques en faveur de ce diagnostic. En effet, c'est parfois l'infirmier et l'infirmière qui peut alerter le médecin lors de la réfection du pansement ou si le patient souffre de façon anormale. Et en effet, le gonflement douloureux, la peau tendue et luisante, l'intensité de la douleur, la fièvre à 38,5, l'existence d'un diabète qui est connu, qui est un facteur favorisant d'infection à staphylocoque, tous ces éléments sont évidemment des arguments pour ce diagnostic d'infection. Alors, comment définir une infection associée aux soins et dans quel délai? Il faut retenir ce type de diagnostic dans le cas présent. Eh bien, c'est une infection ici qui est contractée dans un établissement de santé suite à une intervention chirurgicale. Donc, c'est une infection qui, en plus d'être associée aux soins, est évidemment nosocomiale, dans la mesure où elle est absente au moment de l'admission du patient. Et le délai de révélation est ici de moins de 48 heures après l'acte opératoire. Et évidemment, si cette infection s'était passée dans les mois qui ont suivi la pose, eh bien, dans la mesure où il y a eu pose de matériel étranger, le délai de survenue pour retenir une infection associée aux soins est actuellement d'1 an. Vous rediscuterez de ça dans le cadre de la partie consacrée à la judiciarisation. En effet, pour notre patient, quelques mois plus tard, le patient dépose plainte pour infection nosocomiale. Discuter les responsabilités de l'établissement des soignants. Donc, vous verrez les réponses dans le petit chapitre qui va suivre sur judiciarisation.